Alors, grande témoin, tout d'abord, qu'elle remercie infiniment Christian Hervé. Je dirais que c'est mon maître en éthique. J'étais juriste au départ et grâce à lui, j'ai eu toute cette formation et c'est très très important pour les juristes d'aller voir dans d'autres disciplines, ainsi que Michel Jean, avec qui depuis des années on se rencontre pour l'organisation de colloques et c'est très très important. Alors vous l'avez compris, je suis juriste, j'essaie aussi de faire de l'éthique et j'essaie aussi d'avoir une vision pas seulement nationale, mais une vision aussi de par le monde, notamment avec la Chine, mais avec le Québec, avec Chantal Bouffard, on a écrit des papiers. Et voilà. Donc ça me semble extrêmement important quand on parle de numérique, de ne pas s'en tenir aux frontières nationales et d'avoir une vision beaucoup plus globale. Alors, témoin, ça m'intimide beaucoup d'être témoin. Je dirais que je suis à la fois juriste avec une tentative de réflexion éthique, mais aussi en tant que citoyenne participative. On est tous impliqués par ce numérique, on est tous des personnes âgées ou en devenir. Alors c'est un sujet transdisciplinaire et pendant ces 2 jours c'était très intéressant. Alors bien évidemment je ne vais pas revenir sur toutes les données qui ont été exposées, mais ce qui a été intéressant c'est que d'un côté on avait beaucoup de données sur le vieillissement, de l'autre côté on avait beaucoup de données sur le numérique et ces 2 jours nous ont permis de croiser ces différentes données. Alors bien évidemment je suis juriste. Et je me pose la question, est-ce que le droit tel que nous l'avons aujourd'hui est suffisant? On croule complètement sous le droit. Donc certes, on doit transformer la loi, on doit la compléter, c'est ce qui va se passer avec les lois de bioéthique très prochainement. On va certainement créer des nouvelles lois par rapport au numérique s'il y a des besoins, mais attention, ne pas faire trop, parce que sinon, on risque aussi de pénaliser les entreprises du numérique. Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent dans les rapports. Ma question aussi, c'est est-ce qu'il faut envisager la loi nationale ou au niveau européen ou plutôt au niveau mondial? Parce que le numérique dépasse toutes les frontières. Alors certes, nous avons une identité nationale au sens où nous sommes français, nous voyons le numérique à notre manière. Mais néanmoins, on ne peut se passer des différentes frontières où ça se passe aux États-Unis, en Chine, etc. Alors en politique de santé publique, ma collègue a très bien présenté plein de textes. L'idée, c'est l'adaptation de la société au vieillissement, impératif national, priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. Donc vraiment beaucoup de travail à faire pour les juristes. Donc on peut dire que la santé est absolument prioritaire. Alors, des questionnements où on va transformer le droit. On est déjà dans le chantier de la protection des données avec le RGPD, la CNIL, les lois, etc. Le dossier médical personnel, on en a beaucoup parlé. La relation du soin. Donc, qu'est-ce que la transformation par rapport à l'information, le consentement, l'autonomie, on a vu tout ça. On n'a pas beaucoup parlé des responsabilités. Parce que maintenant, avec la relation de soins vue par le numérique, ce n'est pas uniquement un patient avec son médecin. C'est une multiplicité d'acteurs, y compris celui qui va créer les programmes, y compris celui qui va créer les ordinateurs. Donc, il faut repenser la responsabilité numérique. On commence déjà à réfléchir par rapport à la voiture autonome, mais c'est quelque chose de différent. Et il est très important que nous voyions comment ça va se passer au niveau de la santé. Pareil, la même chose, droit de la santé, droit de la recherche. D'un côté, dans le Code de la santé publique, nous avons le droit du patient, avec des articles particuliers. Nous avons à une autre partie du Code de santé le droit de la recherche. Et qu'est-ce qui se passe avec le numérique, avec la génétique, etc. Petit à petit, on va réussir à faire de la médecine sur mesure. Alors, on en est encore dans les stratifications, les groupes stratifiés de la médecine personnalisée. On avait vu ça il y a quelques années avec Christian Hervé. Mais on y arrive. On va vers une spécialisation. Et du coup, si on fait du traitement médical pour une seule personne, on sera à la fois dans la recherche et à la fois
dans le droit du patient. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se réinterroge par rapport aux droits qui existent aujourd'hui. On a vu aussi toutes les problématiques par rapport au cyber-risque, qui est quelque chose vraiment de très, très, très important. On a vu en Angleterre, il y a eu des hôpitaux qui ont été raptés avec des informations, etc. Il faut qu'on défende absolument les dossiers médicaux personnels, parce que sur ces dossiers médicaux personnels, on a énormément d'informations. Et ces informations nous appartiennent, mais peuvent aussi nous mettre en péril, parce que des personnes qui connaissent ces informations peuvent nous faire chanter. Donc il nous faut faire attention. Au-delà de la loi, nous avons la déontologie qu'il faut aussi transformer. Nous avons aussi les bonnes pratiques, on en a discuté plusieurs fois aujourd'hui, l'outil de vigilance, et peut-être même des nouveaux outils de régulation avec les BACS, avec les GAFAM, qui se créent eux-mêmes de nouvelles règles. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une superposition à millefeuille législatif de par le monde, et comment on va pouvoir jongler avec ces différentes règles? Je me suis posé la question, est-ce qu'on est dans la révolution? On parle beaucoup en ce moment de la révolution des Gilets jaunes, la révolution climatique. Eh bien, je crois vraiment que nous sommes aussi dans la révolution numérique médicale. Pourquoi? Parce qu'on a une transformation de la prévention de la personne âgée. On a une transformation des relations médicales, des métiers du soin, de la recherche, de l'innovation, de la conception, du commerce numérique, les nouvelles start-up, on en a parlé. Il faut encore aller plus loin par rapport à la France. La transformation des décideurs. Qui est décideur aujourd'hui? Est-ce que ce sont les États? Encore. Est-ce que ce sont les GAFAM? Responsabilité numérique, etc. Donc, petit à petit, nous allons vers une nouvelle ère. N'ayons pas peur. Ce n'est pas parce que le changement est là, qui transforme tout, que pour autant, on doit avoir peur. Bien au contraire, ça peut aussi améliorer, parce qu'on est dans une situation parfois où on se sent bloqué. Alors, les moyens numériques, je ne vais pas vous refaire le catalogue, mais pendant tous ces 2 jours, j'ai essayé de regrouper tout ça. Et finalement, on pourrait dire que la personne âgée, elle se trouve tout d'abord consolidée par rapport à son cadre de vie. Son cadre de vie par rapport à la maison connectée, par rapport à des auxiliaires de vie, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, une télévision spéciale, même un fauteuil hyper connecté, une voiture autonome et un animal numérique pour lui tenir compagnie. Tout ça par eau. Alors tout ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on voit le numérique, on voit une certaine surveillance qui va rassurer tout le monde. Oui, mais il n'y a pas d'humain dans tout ça. C'est un monde qui est extrêmement dur, un monde qui est extrêmement technique. Et si la technique ne marche pas, tout s'arrête et ça crée une vulnérabilité intense, majeure. Et le problème, c'est qu'en plus, le chômage, tout à l'heure on en a parlé, il y a plein de gens qui sont au chômage. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? D'un côté, on va avoir de la déshumanisation et de l'autre, on va avoir des personnes qui ne servent plus à rien. Donc ça, eh bien, il faut créer un maillon. Prise en charge par la santé, prise en charge de la personne dans la santé. Donc, en fait, on a vu la M-Santé, les objets connectés. On a même vu les pantoufles connectées, la canne, la télémédecine, la relation médicale tout à fait particulière avec la consultation diagnostique, l'intelligence artificielle, la détection de cancer par rapport aux peaux, l'e-santé, les dossiers médicaux, les formalités numériques, les chatbots, on en a parlé, le fait d'acheter des services, les biens, etc. Donc, vous voyez, la prise en charge, on se retrouve exactement dans le même scénario, c'est-à-dire qu'on est complètement happé par le numérique et il existe une véritable déshumanisation de la relation médicale. Alors, les critères classiques de la personne âgée, on a parlé de l'âge, alors on sait plus où on en est, on dit 60 ans, 50 ans, 40 ans, 116 ans, 122 ans. Mais il y a aussi d'autres critères qu'il ne faut pas oublier, la durée de vie, la qualité de vie, l'utilité sociale, la capacité physique, la capacité mentale, les besoins de santé, l'isolement, la connaissance médicale.
Ces critères, il ne faut pas être prisonnier. Aujourd'hui, on parle de la connaissance numérique qui serait un critère d'exclusion. Mais pourquoi? Parce que les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, eh bien, le numérique est apparu quand ils avaient 50 ans. Vous voyez, il y a seulement 30 ans le numérique. Mais ça va aller très vite, ça va évoluer très très vite. Donc du coup, il faut aussi sans cesse qu'on se remette en cause par rapport aux critères que nous adoptons. La dépendance, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est complètement dans un paradoxe. Au sens où, d'un côté, on lutte pour permettre à la personne de se créer de l'autonomie, parce qu'on va le mettre plein d'outils qui vont lui permettre de garder une certaine indépendance, mais de l'autre, eh bien, ça va rendre la personne complètement dépendante. Regardez l'histoire du téléphone. C'est hier, une personne disait ma mère n'avait son téléphone, elle savait plus du tout s'en sortir. Et donc, plus dans le vieillissement on va aller, plus on va être dans ce nouveau paradoxe. Et donc, ça va créer des nouvelles règles qui sont à voir. Principes fondamentaux, la liberté. Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'on ne va pas être complètement enfermé par la machine, une certaine forme d'aliénation? Est-ce qu'on a le droit de débrancher l'ordinateur si on veut avoir des relations sexuelles, des relations amicales? Si je veux dire quelque chose à Chantal qui est ici, en aparté, parce que c'est mon ami, eh bien, je ne pourrais pas me déconnecter parce que peut-être qu'ici, il y a plein de capteurs, etc. Il y a l'ordinateur qui va me suivre, etc. Donc, vous voyez, on est de plus en plus dans une certaine forme d'enfermement qui remet en cause la liberté. L'égalité. L'égalité, on en a beaucoup parlé aujourd'hui par rapport au numérique où finalement, en fonction des savoirs, on se retrouve dans des situations d'inégalité, de discrimination, de stigmatisation. J'ai appris même le mot technopénie. Donc en fait, c'est une privation d'accès aux nouvelles technologies. Donc la fracture numérique, elle existe, mais nous sommes responsables. Nous devons absolument réagir pour que fracture numérique, il n'y ait plus. La fraternité. Fraternité, c'est aussi quelque chose qui est important. Fraternité par rapport à la collectivité, par rapport à la santé publique. Eh bien, il faut aussi avoir un autre regard. La famille se sent moins impliquée. On l'a vu avec l'ordinateur. Bon, maman, il faut prendre ton médicament dans un quart d'heure. Voilà. Et avec la voix du fils prodigue. Oui, mais le fils prodigue, il n'est pas là. Il est à 5000, 6000 kilomètres. Voilà. Et donc, même si on réussit à reprendre la chaleur de la voix humaine du fils, il n'est pas là. Donc, des nouvelles relations sociales quand même, parce que la personne va pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres patients, avec les réseaux sociaux, les associations. Voilà, donc vous voyez, même les principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité, on peut beaucoup, beaucoup travailler de là-dessus. Alors la dignité, j'étais assez surprise pendant ces 2 jours parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a Anne-Marie qui en a parlé, voilà, juste très vite qu'elle a associé avec l'intimité. Alors que dans le droit, le principe de dignité, article 16 et suivant, est le principe absolu. Donc là, vraiment, on va falloir travailler en droit par rapport à l'application, comment on peut s'en sortir pour pouvoir faire évoluer le principe de dignité. Vie privée, on en a parlé. Intimité, ça aussi c'est important de protéger l'intimité dans les relations de la personne âgée. En effet, elle peut avoir peur. Elle peut avoir des plaisirs. Elle peut avoir des impressions. Eh bien là, vous voyez, elle va se retrouver avec son bracelet connecté, comme Chantal. Elle ne va pas pouvoir voilà, elle est dépendante du regard des autres. Voilà. Donc attention, il faut faire très très attention par rapport à ces éléments-là. Alors bien sûr, il y a eu l'alarme d'un patient qui a été plus vu par le soignant. Ça, c'était positif parce qu'on a pu se rendre compte d'une certaine face de l'intimité. Mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. La religion, la sexualité, etc. Donc il faudrait avoir le droit
de se couper du numérique. C'est un droit fondamental. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous permet de retourner à la normalité, dans un rapport aux sources, à la vie ordinaire, au rapport avec autrui, se retrouver dans une forêt complètement déconnectée. Voilà, ça c'est un rêve que peut-être auront de plus en plus les personnes qui vont nous succéder. Ah d'accord, le choc du futur. Voilà. Alors, j'ai aussi réfléchi à l'évolution du droit par rapport à d'autres notions. On parle d'identité. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une identité numérique? Et ça se retrouverait par rapport à la personne âgée. Mais bon, pas seulement à elle, hein, enfin de la personne dans sa globalité. Donc avec une identité digitale, où on y retrouverait ses connaissances, ses données personnelles, génétiques, comportementales, médicales, épigénétiques. Alors c'est à la fois très intéressant, mais c'est aussi terrible, parce que on va être de plus en plus tracé. Le corps numérique, il faut aussi songer à ce corps numérique. L'homme cyborg, par exemple, où on ne sait plus si on est encore un homme ou encore une machine. Vous voyez, les osculates, il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont intervenir. Alors, quid de l'humain marqué? On va pouvoir mettre des dispositifs médicaux pour voir comment se promène la personne. Ça aussi, c'est quelque chose, parce qu'on implante des choses, mais qui ne sont pas du domaine médical et qui rentrent dans la surveillance. Voilà. Alors, bientôt, peut-être qu'on fera une distinction entre l'humain naturel, qu'on mettra dans une réserve. Nous sommes potentiellement des humains de réserve, et l'humain artificiel. J'ai songé aussi à la mort numérique. On va tous mourir encore, parce qu'on a parlé de l'immortalité qui est en train de se dessiner. Maladie contagieuse. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais il y a le début de la vie, mais bon. Et vous voyez, ça aussi, c'est important. C'est important parce que qu'est-ce qu'on va faire de nos données? On n'a pas forcément envie que les arrière-petits-enfants sachent qu'on avait telle maladie, tel tic, telle habitude, etc. Donc, vous voyez, c'est aussi quelque chose d'important. Et donc, en fait, les directives anticipées numériques, on pourrait très bien l'imaginer. Voilà. On crée le droit. Voilà. Alors, pour presque terminer, je vais vous dire que le droit, il est là, certes, pour poser les règles, mais aussi pour être attentif à la société, au comportement des hommes, aux besoins des hommes. On a parlé beaucoup de droits numériques, là. Un droit, la relation médicale, les données de santé, etc. Et il faudrait que le droit en revienne à l'humanité, trouver des moyens pour pouvoir inciter notre société à aller dans ce sens. Voilà, donc à mon sens, il faut vraiment... tout le monde doit être impliqué, personnes âgées, société, famille, proches aidants, associations, professionnels de santé. Autre élément important, c'est la formation. La formation pour tous. Moi, j'en suis presque à me dire qu'il faudrait créer une scolarité obligatoire interâge pour avoir quelques bases, parce que regardez les 12 personnes qui restent sur les carreaux. Alors certes, ça remet en cause la liberté, ça ne va pas du tout. Mais quel est l'intérêt? Donc c'est une question. En tout cas, mon rêve serait de créer une université populaire numérique. Pourquoi? Parce que université populaire numérique, ça voudrait dire que toute personne, que ce soit un ouvrier, un cadre, un jeune, un moins jeune, pour obtenir les outils de base du numérique. Ça va être les mêmes personnes qui vont y aller. Les personnes, bah oui. Il faudrait que tu fasses de la formation
Dans les, je dirais, ouvert à tous. Ouvert à tous. Alors, un coup de pied dans la fourmilière de nos chères universités. Attention, attention. Je trouve que les universités, aujourd'hui, telles qu'elles sont organisées, ne préparent pas assez les jeunes par rapport au numérique. Bon, et les vieux aussi, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, je crois qu'il faut vraiment travailler sur les programmes de l'éducation nationale pour aller dans ce sens. Alors, bien évidemment, j'ai oublié les associations, mais je ne les oublie pas parce que je les cite. Et nous avons les écoles privées qui sont des très grands concurrents des universités. Pourquoi? Parce qu'ils ont attrapé le virage du numérique beaucoup plus rapidement. On a aussi de plus en plus des formes d'enseignement qui sont créées par Internet et par les GAFAM. Et ça aussi, c'est très, très important de faire attention. Parce que si c'est eux qui créent les formations, ça veut dire qu'ils vont peut-être aussi formater les futurs utilisateurs du numérique. Voilà, donc je préfère que ce soit l'université avec toute la liberté. Voilà. Beaucoup de choses. Voilà, j'ai presque terminé. Alors, mis à part ça, je crois qu'il y a aussi la formation des métiers. On est tous impactés par la transformation du numérique. Donc les avocats, les magistrats, les médecins, qu'ils soient généralistes, spécialistes. On a vu pendant ces 2 jours toutes les nouvelles techniques. Et donc du coup, il faut repenser aussi la formation des médecins, les nouvelles professions. Voilà. Donc par exemple, on a parlé de médiateurs, d'accompagnants auprès des personnes âgées, etc. Voilà, donc nous tous, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises du numérique, qu'elles soient grandes, comme les GAFAM, qu'elles soient toutes petites, comme les start-up, et que ce soit les citoyens participatifs, les associations, la société civile, tout le monde est concerné pour agir dans le numérique par rapport à la personne âgée. Voilà, j'en ai fini.